Bonjour à tous, alors pour ce cours du jeudi 7 mai, je souhaiterais aborder avec vous le premier chapitre de thermodynamique qui s'intitule de la mécanique à la thermodynamique, pour faire le lien d'ailleurs avec tous ces chapitres de mécanique traités jusqu'à présent et ceux qui vont suivre durant un mois les chapitres de thermodynamique. Alors tout d'abord, je souhaiterais faire une introduction et montrer la nécessité de la thermodynamique lorsqu'on va étudier un système gazeux. Ouais, donc je vous propose dans un premier temps, en guise d'introduction, d'étudier un système gazeux, d'accord, d'un point de vue mécanique, d'accord, et le comparer au point de vue thermodynamique, d'accord, en se basant sur ce que vous avez vu au lycée. D'accord. Pour ici le point de vue thermodynamique, sachant qu'en mécanique vous avez quand même des outils beaucoup plus importants. Alors, d'un point de vue mécanique, si on souhaite étudier ici un gaz, un système gazeux uniquement d'un point de vue mécanique, vous savez qu'on va commencer par définir le système. Donc on va définir le système étudié. Le système étudié sera évidemment un système gazeux, un grand nombre de particules supposées être des points matériels. Donc on peut définir un système constitué d'un grand nombre de points matériels MI, affectés de la masse petite mi, avec évidemment, voilà, un indice I, donc on va de une particule à évidemment un grand nombre N de particules. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, par exemple, en ordre de grandeur, ici, voilà, je vais peut-être pas mettre deux fois avec, donc avec I allant de 1 à N, où on va préciser, je vais mettre où plutôt, où, par exemple, pour l'air, on peut ici avoir un ordre de grandeur du nombre de molécules contenues dans un mètre cube d'air. Donc ça, on va le retrouver ensemble dans le chapitre 2, c'est la densité particulière. Donc ici, il faut savoir que dans un mètre cube d'air, donc dans un cube d'arête 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, on a environ 10 puissance 25 molécules. Donc ça, l'ordre de grandeur est à connaître. Voilà. On a environ 10 puissance 25 molécules pour 1 mètre cube d'air. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 puissance 25, ça nous fait 9 et 9, 18, 7, ça fait 10 millions de milliards de molécules pour 1 mètre cube d'air. On est dans l'air, un système gazeux. Donc l'étude mécanique consisterait à étudier la dynamique, le mouvement de ces 10 millions de milliards de molécules pour simplement 1 mètre cube d'air. D'accord. Donc, c'est-à-dire que l'étude mécanique, voilà, consisterait à déterminer les vecteurs position, ou MI, ainsi que les vecteurs vitesse instantanée, V de MI, d'accord, dans le référentiel R d'étude, d'accord, ici, pour 10 puissance 25 molécules. Il faut savoir que la résolution numérique d'un tel problème est hors de portée, d'accord. Donc, la résolution numérique, voilà, donc j'ai bien numérique, je ne dis pas analytique, mais numérique, d'un problème, ce que l'on rentre dans la famille des problèmes, donc non pas à 2 corps, à 3 corps, mais vous voyez à 10 millions de milliards de molécules pour simplement 1 mètre cube. Donc un problème, ici un problème à 10 puissance 25 corps, ici est hors de portée. Voilà. Donc, vous voyez déjà, la mécanique, elle montre déjà ses limites, ici, largement pour l'étude d'un tel système gazeux, seulement pour 1 mètre cube. Et d'ailleurs, rappelez-vous, en mécanique quantique, il y a également, d'un point de vue microscopique, l'inégalité spatiale de Heisenberg, que je peux rappeler. Donc, l'inégalité spatiale de Heisenberg. Rappelez-vous, cette inégalité spatiale, elle vous dit que delta x fois delta px supérieur ou égal à h bar sur 2. Alors rappelez-vous, delta x, delta px, c'est les indéterminations quantiques sur les variables aléatoires de position et de quanti-mouvement, donc de vitesse, selon le même axe au x. Rappelez-vous, on effectue des mesures, et rappelez-vous, la mesure sur un système quantique va vous donner un résultat aléatoire. Et ces variables aléatoires sont caractérisées, rappelez-vous, par une moyenne quadratique et un écart quadratique moyen. Donc d'un point de vue statistique, ça, ce delta x, ça correspond à l'écart quadratique moyen, l'écart type, ici, lors des n résultats aléatoires sur la mesure de la position de la particule quantique. C'est-à-dire que là, on ne peut pas, je vous rappelle, on ne peut pas connaître, c'est une conséquence du principe ici de l'inégalité spatiale de Heisenberg, on ne peut pas connaître
on va le rappeler, simultanément position et vitesse d'une molécule, hein, d'accord? D'une molécule, donc on est bien loin des 10 puissance 25 molécules. Rappelez-vous, l'énoncé, on l'avait mis avec une précision, voilà, infinie. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître précisément, d'accord, position et vitesse d'une molécule, d'accord? Là, voilà. Donc voilà, c'était une mécanique d'un système gazeux où on prend simplement un cube. Voilà, ici, où on a un mètre cube d'air, on voit très bien les limites de l'étude mécanique. Donc forcément, on va très vite basculer en étude thermodynamique. Donc là, pareil, tout comme en mécanique, en thermo, on va préciser le système étudié. Donc le système étudié en thermodynamique, et bien là, rappelez-vous, ce que vous connaissez du lycée, un système gazeux, a priori, vous serez tenté d'appliquer un modèle. Un modèle très simple, mais super important en thermo, c'est le modèle du gaz parfait. Donc vous allez supposer le gaz, donc le système c'est un gaz, supposé, voilà, parfait. C'est le modèle du gaz parfait que vous connaissez depuis la seconde, voilà. Alors bien sûr, sous certaines conditions, donc on verra les conditions d'application ici d'un gaz supposé parfait, hein. Rappelez-vous, vous avez retenu au lycée que tout gaz réel dilué se comporte comme un gaz parfait. Ok, bon. Maintenant, l'intérêt de la thermo, c'est que finalement, ce gaz, supposé parfait, donc sous certaines conditions précisées, hein, ici gaz réel dilué, sera décrit à l'équilibre thermodynamique par un petit nombre de paramètres d'état. Vous en connaissez 3, pression, volume, température. Et ces 3 paramètres d'état sont liés par une équation d'état. On n'aura qu'une seule, laquelle PV égale nRT. Et voilà, tout simplement. Donc l'intérêt de décrire ce système gazeux d'un point de vue thermodynamique, c'est que simplement, on va décrire ce système à l'équilibre par une équation et avec un faible nombre de paramètres d'état. Donc ça, c'est très important à retenir, c'est l'esprit de la thermo. Donc on va décrire ce système à l'équilibre, ici thermodynamique, à l'équilibre thermodynamique, par un petit nombre. Donc j'insiste sur les mots-clés très importants. D'ailleurs, c'est un chapitre en fait d'introduction, de définition. Ici, donc on va également revenir sur l'équilibre thermodynamique. Donc ce système est décrit à l'équilibre thermo par un petit nombre de paramètres d'état. Par un petit nombre de paramètres d'état. Pression, on va prendre le triplet, PVT, pression, volume, température. D'accord? Lié par une équation d'état. Lié par une équation d'état. Quelle est cette équation d'état? PV égale nRT. D'accord? Voilà. Où il apparaît une constante fondamentale en thermodynamique. Ici, R. Ici, la constante ici, 8,314 en joules K-1 mol-1. On va reprendre cette constante des gaz parfaits, R 8,314 joules K-1 mol-1. D'accord? Et d'ailleurs, on va retrouver un certain nombre de résultats que vous avez établis en chimie avec M. Parent. Alors vous voyez, voilà, c'est tout l'intérêt. On a un petit nombre de paramètres d'état liés entre eux par une équation d'état. Une équation d'état, c'est une équation qui lie les paramètres d'état, pression, volume, température. Et voilà, vous voyez là, ici la simplification de l'étude, d'accord? On passe d'un système de 10 puissance 25 équations à finalement à une équation d'état qui relie les paramètres d'état. Et ça, c'est pour un système gazeux. Et ensuite, une fois qu'on aura établi ces résultats-là pour un système gazeux, on va les généraliser. Voilà, c'est l'étude des 2 premiers chapitres. Une fois qu'on aura étudié les systèmes gazeux, on va généraliser les résultats obtenus. Donc on va généraliser les résultats obtenus aux phases condensées. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura quand même tous les outils nécessaires pour décrire l'équilibre et l'évolution de tous les systèmes thermodynamiques. Donc les phases condensées, évidemment, solide et liquide. Voilà, solide et liquide. Ok,
Voilà pour l'introduction qui montre la nécessité du point de vue thermodynamique, ne serait-ce que pour décrire ici le comportement, ici l'évolution d'un système où on a, vous voyez quand même 10 puissance 25 molécules pour 1 mètre cube d'air seulement. D'accord? Voilà. On y va. Donc là, chapitre de définition. Voilà. Donc sur Poly, on va gagner du temps, gagner beaucoup de temps en faisant ce chapitre sur Poly. Donc je vous donnerai le PDF ici en même temps que la vidéo. Alors, définition d'un système thermodynamique. Ce qui est important de retenir, c'est qu'un système thermodynamique, ça vous l'avez vu avec M. Parent, c'est un ensemble constitué d'un très grand nombre de particules. Voilà, comme vous en doutez, un système thermo, d'accord? À différence ici de ce qu'on a vu, un système thermo, voilà, c'est un ensemble constitué d'un très grand nombre de particules. Donc, on est loin du modèle, du poids matériel pour les systèmes mécaniques. On a, par exemple, molécule d'un fluide, atome d'un solide, d'accord? Et en fait, ce très grand nombre de particules, ces particules seront situées à l'intérieur d'une surface sigma fermée. Ouais, on aura une surface fermée. Alors une surface fermée, au sens mathématique du terme, c'est-à-dire qu'elle peut contenir un volume. D'accord, une surface fermée peut contenir un volume, et cette surface peut être réelle ou fictive. D'accord? Ensuite, une fois qu'on aura défini, voilà, qu'on aura recensé ce très grand nombre de particules à l'intérieur d'une surface sigma fermée, réelle ou fictive, au travers de cette surface, ouais, ça c'est très important, au travers de cette surface, peuvent se produire des transferts d'énergie et ou de matière avec le milieu extérieur au cours de transformations thermodynamiques. Et ça, c'est un point très important, également partagé avec M. Parent en chimie, sur lequel on va revenir, c'est la base de la thermo, d'accord? Donc on peut faire ici une schématisation, bon, je l'ai mis là, la schématisation, mais en fait vous avez toute la place en dessous, je ne sais pas pourquoi j'ai mis là, bon bref. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, voilà, un grand rectangle, voilà, ici. Ce grand rectangle va nous permettre de représenter le système étudié. Alors pour l'instant, le système thermodynamique étudié, je vais le faire voilà, ressembler à quelque chose comme ceci. Ça, c'est le système thermodynamique. D'accord? Le système thermodynamique, et en fait, ce système thermodynamique est séparé du milieu extérieur par sa surface sigma, d'accord, fermée, ici réelle. Donc en fait, la surface sigma, c'est ça, la surface sigma, elle est ici. La surface sigma de mon système thermo, elle sépare, donc je vais représenter ici, donc je vais mettre un sigma, d'accord, la surface sigma, ici. Elle sépare, je peux mettre même une autre couleur, on peut mettre du vert par exemple, si vous voulez vraiment, la surface sigma, qui contient le système thermodynamique. Cette surface sigma, elle est ici, d'accord. Elle sépare le système thermo du milieu extérieur, d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est très important, au travers de cette surface sigma, peuvent ici avoir lieu des échanges d'énergie ou de matière, d'accord, au cours de transformations thermodynamiques, d'accord. Donc ça, c'est très important, d'accord, ici. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici des échanges, d'accord, avec le milieu extérieur, qu'on va quantifier. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme une convention, une convention bancaire, convention en thermodynamique, toute grandeur qui est effectivement reçue sera comptée positivement. C'est-à-dire que si le système thermodynamique reçoit effectivement, voilà, comme ceci, de l'énergie ou de la matière de la part du milieu extérieur, cette grandeur effectivement reçue sera comptée comme étant ici, pardon, ici positive. Alors j'ai mal commencé, positif. Comme ceci, voilà, grandeur positive. D'accord? Au contraire, si c'est le système thermodynamique qui va céder, qui va donner au milieu extérieur de l'énergie ou de la matière, comme ceci, la grandeur sera comptée comme étant négative. Voilà, comme ceci. Ok? Donc vous voyez les conventions ici, convention d'échange entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. La grandeur reçue, que ce soit de l'énergie ou de la matière, est comptée positivement si elle est effectivement reçue par le système de la part du milieu extérieur. Il y a des comptées négativement si c'est le système thermodynamique qui le fournit au milieu extérieur. D'accord? Donc la convention est pareille thermodynamique. Vous voyez, il faut la connaître. Toute grandeur effectivement reçue, d'accord, par le système ici sera compté comme étant positivement. Alors toute grandeur,
Ici, c'est lié au transfert d'énergie hein, et ou de matière. Les échanges ces deux échanges peuvent se produire simultanément ou non. D'accord? Tout dépend de la nature de la surface sigma. Justement, j'y viens. En fait, selon la nature de la surface sigma, peuvent se produire ou non des échanges d'énergie ou de matière avec le milieu extérieur. Ça permet de donner une classification des systèmes thermodynamiques. En effet, un système thermodynamique, en fait, ici, peut être ouvert, fermé ou isolé, selon le fait qu'il échange de l'énergie ou de la matière avec le milieu extérieur. En effet, un système ouvert, un système thermodynamique, en effet, alors c'est implicite, hein, c'est bien un système thermodynamique hein, dans ce chapitre que l'on étudie. Un système thermodynamique est ouvert s'il est capable d'échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. Un système est ouvert s'il est également capable d'échanger de la matière avec le milieu extérieur. D'accord? Et dans ce cas-là, la surface sigma sera qualifiée d'ouverte. Tout simplement. Un système ouvert est séparé ici du milieu extérieur par une surface sigma ouverte. Exemple de système ouvert, les êtres vivants. On verra à la fin, dans l'homéostasie du corps humain. Et le système mécanique de la fusée. La fusée est un système thermodynamique ouvert. Ensuite vient la catégorie des systèmes thermodynamiques fermés. Alors un système thermodynamique fermé est capable d'échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, mais ne peut pas échanger de matière avec le milieu extérieur. Dans ce cas-là, la surface sigma sera qualifiée de diathermane et étanche. Donc elle sera diathermane, d'accord? Diathermane dans le sens où elle autorise les échanges d'énergie avec le milieu extérieur. Et étanche, puisqu'elle interdit les échanges de matière avec le milieu extérieur. Alors ça on le verra, exemple, je vais simplement donner le fait qu'un système fermé, un système thermodynamique fermé, c'est un modèle support. Voilà. Juste noter que c'est un modèle de système qui est en fait support pour les deux principes de la thermo. D'accord? Je vais noter pour les deux principes de la thermo, donc on reviendra très souvent dessus quand on va appliquer par exemple le premier principe de la thermodynamique, d'accord, qui est un principe de conservation de l'énergie, ou le deuxième principe de la thermodynamique, qui est un principe d'évolution, on les appliquera à des systèmes thermodynamiques fermés. Ensuite, un système est isolé s'il ne peut pas échanger d'énergie avec le milieu extérieur et s'il ne peut pas échanger de matière avec le milieu extérieur. Dans ce cas-là, la surface sera qualifiée non pas de dia, mais de athermane, d'accord, avec le préfixe privatif a, athermane pour la surface sigma, et également d'étanche, puisqu'elle interdit également les échanges de matière avec le milieu extérieur. Alors rigoureusement, le seul système isolé, en fait rigoureusement, ça sera l'univers tout entier. D'accord? Donc on peut ici noter en exemple, voilà, l'univers tout entier est le seul système rigoureusement isolé. D'accord? Mais également, d'accord, à notre échelle, d'accord, on a également des bouteilles thermos. D'accord? Vous savez ce que c'est, ces bouteilles thermos. Elles également peuvent être considérées comme étant un système isolé. Après, on peut avoir des critères ici pour obtenir un système isolé. D'accord? Ce que je donne ensuite en exemple, en remarque, pardon. Donc à la suite, en remarque, voilà, je l'ai dit, je viens de le dire, à l'univers, seul l'univers tout entier est rigoureusement le seul système rigoureusement ici isolé, l'univers tout entier. Cependant, je donne un autre critère, si le temps d'observation ici et d'un système quelconque est suffisamment court pour que les échanges, alors pareil, quand je dis les échanges, bien comprendre ce sont les échanges d'énergie et de matière, pour avoir un système isolé. Donc échange d'énergie et de matière avec le milieu extérieur soit assez faible pour être négligé. C'est-à-dire que là, si le temps d'observation est suffisamment court pour que les échanges d'énergie et de matière entre ce système et le milieu extérieur soient négligés, alors ce système peut être considéré comme étant isolé. D'accord? Voilà.
Ensuite, on revient sur un système qui est dit macroscopique. Un système macroscopique contient un grand nombre de particules ou de corpuscules, d'accord, de l'ordre de la constante d'Avogadro. On va retrouver cette constante d'Avogadro, retenez le 602 10 puissance 23 mol moins 1, d'accord. Et en fait, nous, on va s'intéresser essentiellement à la thermodynamique macroscopique. La thermodynamique macroscopique, en fait, voilà, elle s'intéresse aux échanges. Pareil, aux échanges, je ne l'ai pas noté, mais c'est implicite. Échange de quoi? Échange d'énergie et ou de matière entre systèmes macroscopiques, pour la thermo macroscopique, et à l'évolution de systèmes. Vous voyez, là, on attaque les deux principes de la thermodynamique. La thermo macroscopique va s'intéresser aux échanges d'énergie et ou de matière, entre systèmes macroscopiques et à l'évolution de ces systèmes thermodynamiques. D'accord? Voilà. Bon, voilà pour la définition de système thermodynamique. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et ça me permet en fait ensuite de définir les échelles de description d'un système thermodynamique. Donc les échelles, rappelez-vous, macroscopique, microscopique. Une nouvelle aujourd'hui qui apparaît en thermo, c'est l'échelle mésoscopique. Mais pour ce faire, j'ai besoin d'introduire une nouvelle notion, la notion de libre parcours moyen, qui est très importante, d'accord. Alors, comment la mettre en évidence? On va partir de ce que vous savez en fait. Vous savez que dans un solide, d'accord, un solide cristallin par exemple, où on a un état d'ordre absolu, les atomes, d'accord, vont occuper au nœud du réseau des positions d'équilibre bien définies, autour desquelles ils peuvent vibrer légèrement, d'accord. Par contre, dans un fluide, donc un liquide ou un gaz, les molécules sont libres de se déplacer et occupent des positions aléatoires. Et ouais, ça on l'a déjà vu, rappelez-vous, lors du TP Python sur les graphes, on a introduit la théorie du mouvement brownien. Ouais. Et en fait, dans un fluide, les molécules sont libres de se déplacer, d'accord. Et dans cette théorie, on a des particules de fluide. Alors ça, c'est une notion qui est très importante. Je vais la souligner et la surligner, d'accord. On a des particules de fluide, ici. Et en fait, dans un fluide, les trajectoires de ces particules de fluide, rappelez-vous, elles s'apparentent à des segments de droite successifs dont les directions et les longueurs sont aléatoires. En fait, c'est l'effet des chocs entre molécules. Ça, on fera dans le deuxième chapitre. On va revenir dans ce deuxième chapitre à la théorie du mouvement brownien, d'accord, notamment dans l'état gazeux. Dans l'état gazeux, je vais vous donner des temps caractéristiques, le temps entre deux chocs successifs, la vitesse moyenne des molécules. Bon, ça on verra dans le prochain chapitre. Mais voilà, ce qu'il faut retenir pour l'instant dans la théorie du mouvement brownien, en fait on a des chocs entre molécules, d'accord, et on a des trajectoires en forme de segments de droite ici successifs. Et rappelez-vous, on l'avait codé. Donc je vous le donne sur Poly, je vous donne le code complet, d'accord, pour modéliser ici ce mouvement brownien. Donc j'importe les bibliothèques nécessaires. Et en fait, il faut, rappelez-vous, choisir un nombre de chocs successifs, d'accord, un nombre entier. Je crée ma liste des points. Je suppose que initialement, la particule de fluide, vous voyez, je vais parler souvent de particule de fluide, d'accord, qui est susceptible de se déplacer, d'accord, et occupe des positions aléatoires. Cette particule de fluide, elle est initialement l'origine du repère cartésien. Voilà. Et là, vous voyez, pour modéliser ici la théorie du mouvement brownien, entre deux chocs successifs, la particule de fluide, elle parcourt un segment de longueur aléatoire, pris ici entre 0 et 1, faisant également un angle θ aléatoire avec l'axe des abscisses du repère cartésien. D'accord? Et rappelez-vous, on a fait un petit schéma au tableau pour bien représenter la situation. D'accord? Si on suppose qu'à l'instant t0, voilà, la particule de fluide est à l'origine O d'un repère cartésien x, o, y. C'est-à-dire qu'à t égale à 0, la particule de fluide, elle est ici. Donc ça, c'est la position, j'ai noté ici, de la particule de fluide à l'instant t0. Donc M est confondu avec O à t égale à 0. Et en fait, entre l'instant t0 et t1, ultérieur à t0, la particule de fluide va parcourir un segment, voilà, de longueur aléatoire entre 0 et 1, voilà, par exemple ici, faisant un angle aléatoire, θ ici, avec l'axe OX du plan cartésien OXY. Donc là, j'aurai la position de la particule de fluide à l'instant t1, immédiatement supérieur à t0. D'accord? Et rappelez-vous, donc ça c'est par exemple, voilà, l'effet ici, donc on aura
Ensuite, hein, un deuxième segment de droite, c'est dû à un choc. Hein, c'est-à-dire que là, la particule de fluide l'instant T2 peut être ici, parcourt ce segment de longueur aléatoire entre 0 et 1, blablabla. Vous aurez compris. Ce que je veux simplement illustrer, bah, c'est le passage des coordonnées polaires. Ouais, parce que là, on a un rayon R aléatoire, aux coordonnées cartésiennes, puisque là, il apparaît ici, hein, x crochet k plus r cos θ. Y crochet k plus r sin θ. Raison de passage, coordonnées polaires, coordonnées cartésiennes. D'accord? Sachant que, rappelez-vous, dans la boucle, for k in range n plus 1, θ pris aléatoirement ici entre 0 et 2π, on peut parcourir l'intégralité du cadran, hein, du repérage cartésien. R random entre 0 et 1 par défaut, ici, random parenthèse ouverte parenthèse fermée. Et les listes, attention, j'initialisais les listes ici à 0, 0. Donc je fais x.pun, x crochet k plus r cos θ, y.pun, y crochet k plus r sin θ. Et après, cosmétique, hein, ici intitulé sur l'axe horizontal, axe vertical, le titre, pelleté.plot, et je vais mettre des ronds rouges pour faire apparaître les positions successives de la particule de fluide suite à des chocs. D'accord? Et ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne ce qui est sur la page suivante, ça nous donne ça. D'accord? D'accord, vous vous rappelez ceci, voilà. Sur la théorie du mouvement brownien. Et là, ça me permet de définir, vous voyez, le libre parcours moyen. Donc, sachant que la particule, initialement, on la repère, ça va être dur, elle est ici, à t égale 0, ici, c'est à l'origine du repère. Vous voyez, ici, au bout de, j'ai pris, je crois que c'est 10 000 chocs successifs. D'accord? Voilà. Donc, vous avez le code, vous pourrez faire l'animation chez vous pour vous amuser. Et ça me permet surtout de définir le libre parcours moyen, d'accord? Voilà, comme ici. C'est finalement, vous voyez, la distance moyenne. Voilà, un libre parcours moyen. Alors, c'est un L minuscule, indice P. D'accord? P pour parcours, L pour distance. Donc, c'est la distance moyenne parcourue par une particule de fluide entre deux chocs consécutifs. D'accord? Consécutifs ou chocs successifs. Et là, je vais vous donner deux ordres de grandeur, d'accord, à connaître, d'accord, dans un liquide et dans un gaz à température et pression ambiante, d'accord. Donc, dans un liquide, il faut savoir que le libre parcours moyen dans un liquide, donc c'est la distance moyenne parcourue par une particule entre deux chocs. Dans un liquide, ce libre parcours moyen est de l'ordre du dixième de nanomètre. Donc, de l'ordre du dixième de nanomètre. Pour un gaz à température et pression ambiante, d'accord, ce libre parcours moyen sera plus grand, beaucoup plus grand, d'accord, dans un gaz, il est de l'ordre du dixième de micromètre. Donc attention, dans un liquide, ici, libre parcours moyen de l'ordre du dixième de nanomètre, pour un gaz à température et pression ambiante de l'ordre de la dixième du micromètre. Donc ça, je vous rappelle, les ordres de grandeur, les avoir en tête, hein, ici en thermo, en méca, en optique, ne serait-ce que pour résoudre des problèmes, d'accord, par exemple. Voilà. Ben, une fois que j'ai finalement introduit cette distance caractéristique qui est très importante pour un fluide, le libre parcours moyen, je suis capable de définir clairement les trois échelles de description microscopique, macroscopique et mésoscopique. En effet, d'accord. Je vous rappelle que l'échelle microscopique, ben, on va prendre un volume de l'ordre du libre parcours moyen au cube. Alors, vous voyez peut-être mal ici à l'écran. Ça, c'est le libre parcours moyen au cube, hein, LP cube. Ben, ce volume, ici, hein, relativement faible, ne contient que quelques molécules hein, qui vont entrer et sortir du volume considéré. Et il faut savoir que voilà, leur nombre présente de fortes fluctuations relatives en 1 sur racine de n. Alors ça, c'est un résultat de la physique statistique. D'accord? Bon, pas forcément à retenir. Il est là pour information. L'étude macroscopique, au contraire, quand on va considérer un volume de l'ordre de grand L cube, alors L, grande longueur, L majuscule, hein, qui définit l'échelle macroscopique, bah, le volume considéré hein, de l'ordre de L cube, pareil, ça c'est du grand L cube, je renote ici en dessous, avec une échelle caractéristique à l'échelle, avec une longueur caractéristique à l'échelle macroscopique, comprise entre 1 mm et 1 mètre. Ben voilà, vous savez que là, ce volume va contenir un grand nombre de particules, ici de l'ordre de la constante d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23, mol moins 1. Vous voyez, on la retrouve une nouvelle fois. D'accord? Et la nouveauté pour vous, aujourd'hui, c'est la définition de l'échelle mésoscopique. Cette échelle mésoscopique, c'est une échelle d'étude intermédiaire, une échelle de description intermédiaire entre l'échelle microscopique et macroscopique, telle que je définisse finalement, vous voyez, une distance caractéristique, petit l,
à l'échelle mésoscopique, comprise entre la distance grand L, caractéristique de l'échelle macroscopique, et de la distance LP, libre parcours moyen, caractéristique de l'échelle microscopique. Bon. Alors tout de suite, un volume mésoscopique, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 1 micromètre cube. Donc je donne l'ordre de grandeur d'un volume mésoscopique, L cube de l'ordre de 1 micromètre cube. Et vous voyez, voilà, deux définitions complémentaires. Un volume mésoscopique doit être suffisamment grand à l'échelle microscopique. Vous voyez, suffisamment grand à l'échelle microscopique pour contenir un grand nombre de particules. D'accord? Dans ce cas-là, la notion de moyenne statistique aura un sens à l'échelle mésoscopique. Mais il faut également que ce volume mésoscopique soit suffisamment petit à l'échelle macroscopique pour que les grandeurs locales, alors on va voir tout de suite après ce qu'est une grandeur locale, ρ, PV, alors ρ c'est la masse volumique au point M à l'instant T, P, pression au point M à l'instant T, vecteur vitesse au point M à l'instant T. Il faut que ces grandeurs locales soient uniformes à l'échelle mésoscopique. D'accord? Voilà. Alors justement, vous voyez, je définis ρmt. C'est ce qu'on appelle une grandeur qui est locale, une grandeur locale, d'accord, qui dépend du point M, d'accord, et de l'instant T considéré. Mais surtout, elle dépend du point M. C'est-à-dire que finalement, vous voyez, jusqu'à présent, je reprends la masse volumique. Au lycée, vous avez vu que la masse volumique est définie par la relation ρ égale m sur v. Voilà. Ρ égale m sur v, c'est une grandeur qui est moyennée. Moyennée sur le volume du système étudié. Et cette masse volumique ne rend pas compte des inhomogénéités. D'accord? Parce qu'en fait, la masse volumique ici peut varier d'un point M à un autre du système thermodynamique étudié. Mais ça marche très bien. Hein, ρ égale m sur v, c'est très bien. Mais elle peut très bien ne pas rendre compte des inhomogénéités. C'est-à-dire que là, évidemment, on ne va pas définir une masse volumique à l'échelle microscopique. Hein. Aucun intérêt. Par contre, alors ça c'est très important, cette échelle mésoscopique va permettre de définir une masse volumique au point M par la relation. C'est-à-dire qu'on sera capable de définir la masse volumique au point M à l'instant T, d'accord? Et surtout la masse volumique au point M, c'est-à-dire qu'on suppose, si on suppose une volume stationnaire, la masse volumique ne dépendra pas du temps, on verra après, d'accord? Donc, masse volumique au point M, je vais définir la masse volumique au point M, donc ρ de M, la masse volumique du corps étudié, donc la masse volumique au point M, est définie par le rapport, attention, dm sur d taux m. D'accord? Un rapport de deux éléments différentiels, dm comme étant la masse élémentaire, d taux m. Alors d taux m, taux pour volume, d comme élémentaire, donc c'est un volume élémentaire. Donc d taux m, pardon, c'est bien un volume élémentaire centré sur le point M de masse élémentaire dm. Donc j'ai noté en dessous, en tout ici, d taux m, le volume mésoscopique centré sur le point M de masse élémentaire dm. Voilà comment maintenant on définit à l'échelle mésoscopique une grandeur locale qui est la masse volumique. D'accord? Et dans ce cas-là, quand on passe à l'échelle mésoscopique, quand on a accès à cette grandeur locale, la masse volumique ici va varier d'un point M à un autre. On parle de grandeur locale, en effet. Cette grandeur est locale puisqu'elle dépend du point M d'étude. D'accord? Alors évidemment, on va peut-être représenter sur un schéma ici ce qu'est un volume mésoscopique. D'accord? Rappelez-vous, un volume mésoscopique de l'ordre de 1 micromètre cube. D'accord? Suffisamment grand à l'échelle microscopique et suffisamment petit à l'échelle macroscopique, tel que la masse volumique au point M soit définie par le rapport dm sur d taux m. D taux m, volume mésoscopique centré sur le point M. D'accord? Donc à la suite, je vous propose un schéma, d'accord, une illustration relativement simple. Donc pareil, le système, on avait pris une surface sigma en vert, comme ceci, voilà. Donc la surface ici sigma, fermée, d'accord, ici réelle, qui sépare quoi? Qui sépare le système thermodynamique, ici, à l'intérieur de sigma, du milieu extérieur. Voilà. Et voilà, tout simplement, on va définir un volume mésoscopique, centré sur un point M. Alors je vais faire relativement grand pour que vous puissiez voir. Voici, par exemple, voici, en rouge, d taux m. Voilà, un volume mésoscopique, d'accord, de l'ordre de 1 micromètre cube, centré sur, ici, un point M. Voilà, tout petit point M.
qui permettrait de définir ici localement une masse volumique. D'accord? Bon. Mais on peut également définir, en notre exemple, une densité particulière, n étoiles de m de t, définie à l'échelle mésoscopique par la relation. Alors pareil, là je vais également définir, je vais m'affranchir de la vague temporelle, on suppose un régime stationnaire. Si on suppose un régime stationnaire, voilà, je vais faire comme j'ai fait précédemment. Donc la densité particulière. Alors densité particulière, c'est ce que je n'ai tout à l'heure finalement. Le 10 puissance 25 molécules pour 1 mètre cube d'air. Bah ça c'est la densité particulière. Et ça c'est une grandeur qui est locale, qui est définie à l'échelle mésoscopique également. Donc ça, une grandeur qui est très importante en thermo, nouvelle ici grandeur. Ici la densité particulière. Cette densité particulière, définie à l'échelle mésoscopique, ici est définie par la relation n étoile, grandeur locale, pour le point M. Bah c'est quoi? Bah là, on ne va pas diviser la masse élémentaire par le volume d'étoile, mais on va diviser par le nombre élémentaire de particules de fluide contenues dans ce volume. Donc là, j'ai divisé le dn, n comme nombre, un nombre élémentaire de particules de fluide, divisé par le volume mésoscopique d taux m centré sur le point M. Voilà, voici n étoile de m égale dn sur d taux m. Ou, je rappelle en dessous, d taux m, c'est le volume mésoscopique centré sur le point M contenant dn particules de fluide. D'accord? Et là, ordre de grandeur ici à connaître. Oui, en effet, ils sont à connaître. Bon, on va rappeler pour l'air. Bah, finalement, dire que, voilà, il y a 10 puissance 25 molécules d'air dans 1 mètre cube d'air, ça signifie que la densité particulière, n étoile de grand M, d'accord, n étoile, est de l'ordre de 10 puissance 25 par mètre cube. D'accord? Donc n étoile, ici, voilà. Donc n étoile en ordre de grandeur, on avait dit ici, dans l'introduction, en 10 puissance 25, d'accord, voilà, mètre cube, par mètre cube, d'accord. Pareil, ça c'est dans l'air, d'accord, température et pression ambiante. Dans l'eau, on aura un peu plus de particules de fluide que dans l'air. D'accord? Dans l'eau, donc on a un facteur 1000 en fait. Entre les deux, on est à 10 puissance 28. Donc n étoile de l'ordre de 10 puissance 28 par mètre cube dans l'eau. D'accord? Voilà. Donc, pareil, ordre de grandeur à retenir, hein, tout comme les ordres de grandeur du libre parcours moyen sont également à connaître. Là, vous voyez la notion de densité particulière à l'échelle mésoscopique, ainsi que les ordres de grandeur associés. D'accord? Voilà. Donc ça, ça correspondait ici aux échelles de description et surtout cette nouvelle échelle, hein, l'échelle mésoscopique, qui a l'intérêt de définir localement aussi bien des masses volumiques, des densités particulières, des champs des vitesses, etc. D'accord? Et ça, on le retrouvait dans la suite du cours en thermo. D'accord? Bon. Ensuite, troisième temps, comment va-t-on décrire un système thermodynamique? Bon, vous savez déjà, on l'a vu en introduction, grâce à des paramètres d'état, paramètres ou variables d'état, liés entre eux par une équation d'état. Alors pourquoi paramètres d'état? En fait, ces paramètres d'état, il faut savoir qu'ils sont capables, ils peuvent être modifiés lors d'une évolution thermodynamique. D'accord? Voilà, donc ça je l'ai repris par écrit pour que vous le reteniez. En fait, ce qu'il faut également savoir, c'est que l'état macroscopique en fait, d'un système thermodynamique à l'équilibre est en général indépendant du détail microscopique de l'agitation de chacune des particules, mais dépend plutôt de propriétés moyennes. Ça, on va le retrouver dans l'étude des gaz. Finalement, à l'échelle microscopique, mésoscopique, c'est le chaos moléculaire, théorie du mouvement brownien, chaos moléculaire, des chocs incessants, des vitesses très élevées. Alors que si on regarde l'air ambiant qui nous entoure, c'est une apparente immobilité. Donc on trouve bien le fait que l'état macroscopique d'un système thermo à l'équilibre est en général indépendant du détail de l'agitation microscopique. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'un système thermo est entièrement décrit par un nombre restreint de grandeurs macroscopiques appelées paramètres ou variables d'état. C'est ça tout l'intérêt, toute la force de la thermodynamique. On va décrire complètement, entièrement, l'état d'un système thermo par un faible nombre de paramètres ou de variables d'état. Et ces paramètres et variables d'état seront susceptibles d'être modifiés lors de transformation ou d'évolution d'un système thermodynamique.
Rappelez-vous votre cours de cinétique en chimie, ou même les évolutions chimiques. Vous avez parlé de transformation isotherme, d'accord, à température constante du système, transformation isochore, à volume constant, isobar, à pression constante, monotherme, monobar, adiabatique, réversible, tout ça on va reprendre. Et lors de ces évolutions ou transformations, les paramètres d'état sont modifiés. Alors, exemple de paramètres d'état, bon, pression, ouais, température, volume, quantité de matière, masse volumique, concentration molaire, concentration massique, masse molaire atomique, masse, charge, et j'en passe. D'accord. Exemple de paramètres d'état. Voilà. Ces paramètres d'état qui vont être modifiés lors des évolutions d'un système, d'un état initial à un état final. D'accord. Alors, paramètres d'état intensif et extensif. Bon, pas pareil, vous avez vu en chimie. Un paramètre d'état extensif est lié aux dimensions du système. D'accord. Et il est proportionnel à la quantité de matière du système. Il s'agit de grandeur additive. Ouais. Donc, paramètres d'état extensifs sont liés aux dimensions du système, sont proportionnels à la quantité de matière du système et sont des grandeurs additives. Exemple, masse, ouais, le volume, ouais, quantité de matière, la charge. D'accord. Au contraire des paramètres d'état intensifs, qui sont définis en chaque point du système, et sont quant à eux indépendants de la quantité de matière du système. Il s'agit de grandeur locale. Exemple, pression, température, masse volumique, d'accord, et concentration molaire. Ah bah tiens, grandeur locale, ah, définissant chaque point du système, ça c'est lié, hein. Définissant chaque point du système, des grandeurs locales, donc dire qu'on pourra définir ici, finalement, c'est-à-dire que, voilà, là j'ai pas noté, mais en fait, c'est-à-dire que on peut parler de la pression, on parlera également du champ de pression, ou de la pression en un point M à l'instant T. D'accord. Tout comme on parle de champ de température en un point M à l'instant T, la masse volumique en un point M à l'instant T. Et rappelez-vous, vous savez définir ces grandeurs à l'échelle mésoscopique. Rappelez-vous, ρ, ici, ρ de M et de T, d'accord, c'est le rapport de dm sur d taux, où d taux M est le volume mésoscopique centré sur le point M. D'accord. Bon. Exemple de paramètres d'état ou variable d'état. Intensif. Pression, température, masse volumique, concentration molaire. Alors, il y a un critère, ouais. Il y a un critère en thermodynamique qui est un critère d'homogénéité pour une expression littérale. Donc, ça permet de voir en colle rapidement si ce que vous écrivez est correct. Bah, il faut savoir que le rapport de deux paramètres d'état extensifs, nous donne un paramètre d'état intensif. Voilà. Voilà, c'est un critère, d'accord, d'homogénéité de vos équations en thermo. Le rapport de deux paramètres d'état extensifs nous donne un paramètre d'état intensif. Autrement dit, le produit d'un paramètre d'état par un autre le produit d'un paramètre d'état extensif par un autre paramètre d'état intensif me retourne un paramètre d'état extensif. D'accord. Voilà. Exemple de deux paramètres d'état extensif qui, lorsque je les divise, me donne un paramètre d'état intensif. Ah, bah ouais, tout à fait. La masse volumique, ρ, donc là, ρ égale m sur v, tout à fait, ρ égale m sur v. Autre paramètre d'état, je ne l'ai pas mis, je l'ai mis là-haut, mais je ne l'ai pas recensé. La masse molaire, atomique ou moléculaire, la masse molaire, c'est le rapport d'une masse m sur une quantité de matière n. D'accord. Voilà. Et surtout, ça on aura besoin pour décrire des fluides en écoulement. D'accord. Un paramètre d'état grand X intensif, on lui associe des grandeurs intensives associées, des grandeurs massiques et molaires. Ouais. C'est-à-dire que voilà, à un paramètre d'état X intensif, j'associe la grandeur massique associée, notée petit x, en physique c'est une convention, à différencier de la grandeur molaire associée que je vais garder le x majuscule, mais je vais mettre un m en indice, molaire. Donc je répète, au paramètre d'état grand X qui est extensif, je vais lui associer deux autres paramètres d'état intensifs. La grandeur massique associée, la grandeur molaire associée. Donc d'un point de vue notation, les grandeurs massiques
sont notées en minuscules par rapport à la grandeur extensive. Et les grandeurs molaires, même notation X majuscule, mais on met un M en indice, M comme molaire. Alors la grandeur massique associée, bah, je divise grand X par la masse de l'échantillon, M. Et la grandeur molaire associée, je divise la grandeur extensive X par la quantité de matière N. Bon, ça on va rendre ça concret. Exemple, je suis sûr que vous connaissez une grandeur extensive. Ah ça vous en avez parlé en chimie. Hein. Une grandeur extensive que l'on peut ici, finalement, à laquelle on peut associer une grandeur, deux grandeurs intensives. Donc une grandeur extensive à laquelle on peut associer deux grandeurs intensives, c'est le volume. Ouais. Donc exemple du volume. Ici, le volume V, rappelez-vous, est une grandeur qui est, paramètre d'état qui est extensif. C'est bien les hautes dimensions du système, c'est bien proportionnel à la quantité de matière du système, c'est grandeur additive. Ben, le volume, vous avez tous vu que, en fait, à ce volume V extensif, on peut lui associer deux grandeurs intensives. Le volume massique et le volume molaire. Oui, oui. Alors, le volume massique, comment vous définissez un volume massique? Ben, je vais prendre la même convention. Un volume massique V en minuscule, ben, c'est le rapport de quoi? Du volume de l'échantillon sur la masse M. L'unité, ben, ça ce sont des mètres cubes par kilogramme. D'accord? En fait, un volume massique, il apparaît clairement que, si vous l'avez vu en chimie, c'est l'inverse d'un masse volumique. Hein, 1 sur ρ. Exemple du volume molaire. Donc, deuxième grandeur intensive associée à la grandeur extensive V en mètres cubes. Le volume molaire, notation en V majuscule, indice M pour molaire. Ben, qu'est-ce que ça va donner? On va diviser le volume V par petit n. Ça sera en mètres cubes par mol. D'accord? Voilà. Voilà. Pour l'exemple du volume massique et du volume molaire. D'accord? Donc l'exemple, on reverra en physique, très important. D'accord? Les volumes massiques et les volumes molaires. Bon. Voilà. Alors justement, je l'ai abordé durant l'exposé, l'état stationnaire. Mais en fait, un état stationnaire, ici, c'est un état qui est permanent. Ouais. Donc le système thermodynamique se trouve en permanence dans le même état. Donc le système se trouve en permanence dans le même état macroscopique. Et surtout, ce qu'il faut retenir, je l'avais introduit tout à l'heure, les paramètres d'état sont indépendants du temps. Donc les paramètres d'état sont indépendants du temps pour un état stationnaire. D'accord? Donc typiquement, on va reprendre l'exemple de la grandeur locale, paramètre d'état intensif par excellence, à masse volumique. D'accord? Masse volumique, d'accord, ici en régime stationnaire, ne va plus dépendre du temps. D'accord? Tout comme le champ des pressions, paramètre d'état intensif également. Alors faites attention, hein, T majuscule pour la température, T minuscule pour le temps. Pareil, en régime stationnaire. Donc là, il faudra bien lire l'énoncé. Est-ce que les grandeurs dépendent du temps ou non? D'accord? Ok? Voilà. Dernière partie de ce cours, d'accord? Qui est en fait une introduction à la thermo. Ici, ça définit l'équilibre. Ah, voilà, antenne par ça, grand 4. Qu'est-ce que l'équilibre thermodynamique? Donc, voyez, on aura fait une bonne heure de cours. Hein. Après, on fera des exos de mécanique du solide. Alors, qu'est-ce qu'un équilibre thermo? Il faut savoir le définir. Pareil, notation sûrement déjà vue. Il y a deux conditions. Deux conditions pour définir un état d'équilibre thermodynamique. Alors, c'est un état qui est macroscopique. Première condition, il faut que tous les paramètres d'état soient indépendants du temps. D'accord? Donc, première condition, tous les paramètres d'état sont indépendants du temps. On dit alors qu'on a un état stationnaire. On vient de le voir. Donc, première condition, pour avoir un état d'équilibre thermodynamique, il faut que tous les paramètres d'état soient indépendants du temps. Deuxième condition, il faut qu'il n'y ait aucun échange d'énergie, ni aucun échange de matière avec le milieu extérieur. Donc aucun échange d'énergie, aucun échange de matière avec le milieu extérieur. Ça, c'est la deuxième condition. Et si vous réunissez ces deux conditions, état stationnaire, plus aucun échange d'énergie, plus aucun échange de matière avec le milieu extérieur, alors le système thermodynamique est en état d'équilibre. D'accord? Alors j'ai rajouté un petit complément, d'accord? C'est pour amorcer le premier principe de la thermo. Il faut savoir que les échanges d'énergie peuvent se faire soit par travail,
Alors vous connaissez le travail d'une force en mécanique. Ben, on verra également, là on va voir ensuite le travail des forces de pression. D'accord, très important en thermique, le travail d'une force de pression exercée par un gaz sur, par exemple, on va voir sur un piston ou une paroi mobile par exemple. Mais les échanges d'énergie peuvent également se faire par transfert thermique. En fait, il y a deux modes de transfert d'énergie ici qu'on va aborder cette année. D'accord, il y en a d'autres. Convection, rayonnement. Là, c'est simplement, vous voyez, les échanges d'énergie vont se faire soit par travail, soit par transfert thermique. D'accord. Voilà. C'est le cœur du premier principe de la thermo. C'est-à-dire que finalement, quand on a ces deux conditions réunies, on a un équilibre thermodynamique. Mais en fait, concrètement, le système, d'accord, doit se trouver dans un état d'équilibre mécanique. D'accord. Donc là, il y a de la place pour faire poser quelques équations. Mais également, dans un état d'équilibre, ici, donc en plus d'équilibre mécanique, il faut ajouter l'équilibre thermique, électrique et chimique. C'est-à-dire qu'un équilibre thermodynamique implique nécessairement un état d'équilibre mécanique, thermique, électrique, chimique. D'accord. Et donc là, il faut être capable, le plus important pour moi ici, c'est de traduire l'équilibre mécanique. Ouais. Donc je reviens dessus, j'aurais pu très bien énoncer les 4 types d'équilibre, mais c'est très important, ça revient souvent dans les exos, et souvent on a un peu de mal, donc on va prendre le temps de le poser, donc ça fait office d'exo d'application, la condition d'équilibre mécanique. Alors, pour nous, ici dans ce chapitre, comment va-t-on traduire l'équilibre mécanique? Il faut simplement que la résultante, donc on va noter la condition, ici, bon je complète, c'est écrit au-dessus mais c'est pas grave, d'équilibre mécanique. Donc, voilà, c'est mieux comme ça. Donc la condition d'équilibre mécanique, il faut que la résultante des forces exercées sur les parois mobiles du système soit nulle. Donc il faut que la résultante des forces exercées sur les parois mobiles, et j'insiste sur les parois mobiles ici, du système thermodynamique ici est nul. Voilà. Alors ça, voilà, il faut que la résultante des forces exercées sur les parois mobiles du système thermodynamique, ici, soit nulle. Bon, on va faire les deux configurations. D'accord? Deux configurations. On va prendre une première configuration, ici, horizontale. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Première configuration que je vais qualifier d'horizontale. Alors, je vais prendre l'exemple classique de la thermo. Pour le début de la thermo, souvent, on va prendre, voilà, l'exemple du cylindre et du piston mobile. D'accord? Bon, on y va. Alors, on va représenter, voilà, ici, un cylindre, d'accord, à l'intérieur duquel, ici, peut se déplacer un piston mobile. Un piston, ici, en rouge, de surface S, d'accord, ici, voilà, le milieu extérieur, et on a, je peux mettre une flèche, bah là je vais, ouais, ici, alors, j'attends avant de mettre des notations, donc là c'est un piston qui est mobile, alors mobile selon un axe, j'ai représenté un axe des X, et je vais placer mon origine ici, à la position d'équilibre. Position d'équilibre stable, c'est-à-dire que voilà, l'origine O, et le piston est susceptible de se déplacer autour de cette position d'équilibre stable. Vous voyez en rouge, le piston mobile, ici, piston mobile de surface S. Donc je vais quand même mettre ici une flèche en rouge, d'accord, pour dire qu'ici on a un piston mobile selon un axe, selon une direction, d'accord, piston mobile de surface S. Voici la surface ici du piston mobile. D'accord? Voilà. Donc on a un piston mobile qui sépare quoi? Qui sépare en fait le milieu extérieur.
le milieu extérieur, ici, le milieu extérieur dans lequel règne une pression Px d'un gaz. Ouais, donc là on aura un gaz, que l'on peut supposer être parfait, hein, tout dépend, ça dépend de l'énoncé. Ce gaz, on va supposer qu'il est ici, vous voyez, à la pression. J'ai mis de Px. Bon, après ça dépend comment je note. Pression du gaz, tout simplement. Pression du gaz, comme ceci. D'accord? Voilà. Là, il faut être capable, donc, bien comprendre. On a, ou même c'est l'exemple de la seringue, du cylindre à l'intérieur duquel un piston de surface S peut être mobile sans frottement. Bon, il n'y aura pas de frottement, on va négliger les frottements. Et en fait, tout dépend du gradient de pression, tout dépend de la différence de pression en fait, entre les deux milieux, entre le milieu extérieur et le gaz. Selon la différence de pression, on peut avoir ici, voilà, un piston mobile vers la droite ou vers la gauche. D'accord? Bon. Après, je pense que vous vous doutez du résultat qu'on va obtenir, il faut savoir l'établir. Je pense que le piston mobile, ici, sera à l'équilibre, donc sera mobile, dès lors que la pression du gaz sera égale à la pression du milieu extérieur. Alors ça se montre. On va le montrer grâce aux critères. La résultante des forces exercées sur les parois mobiles du système thermodynamique est nulle. Ouais. Il faut que, voilà, il faut que la résultante des forces exercées sur cette paroi soit nulle pour que ici on ait un équilibre mécanique. Il faut que, voilà, on identifie les parois mobiles, ici, en rouge, et estimer la résultante des forces de pression. Alors le système étudié, comme en mécanique, en thermo, n'oublie pas de définir le système étudié, là c'est le piston en fait. Alors ne pas prendre le gaz ici, par contre le système gazeux, d'accord, on vous demanderait de déterminer pression, température du gaz, donc là serait le système étudié, ce serait le gaz. Là on va appliquer finalement directement condition d'équilibre mécanique sur la paroi, sur le piston ou une paroi, donc c'est finalement le système étudié, c'est le piston, d'accord, le piston mobile, d'accord, de surface S, séparant les deux gaz. Voilà, séparant les deux gaz. Voilà. Alors, bien évidemment, là, on peut effectuer un bilan des actions mécaniques extérieures, d'accord? Puisqu'en fait, le piston, s'il peut être considéré comme étant un solide homogène indéformable, en translation. Il n'y a pas de rotation ici, translation. Donc, si on fait un bilan des actions mécaniques extérieures, alors, aucune source de frottement. D'accord? Donc pas de frottement. D'accord? Pas de frottement sec ni fluide. Donc toute source de frottement ici est négligée. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a deux forces qui sont très importantes. Ce sont les forces de pression. Ouais. Donc là, il faut se rappeler, un problème de lycée, la force de pression exercée par exemple, par le milieu extérieur sur la paroi. Donc on y va. Donc la force de pression, je dis bien une force de pression, ne dites pas qu'une pression P est une force, attention, ne vous mettez pas dans le piège. Là, c'est la force de pression exercée par le milieu extérieur. Alors, le milieu extérieur qui est à gauche, en amont, d'accord. Donc, c'est quoi le milieu extérieur? Ça, c'est un gaz. Un gaz à la pression Px. Alors, j'aurais pu, oui, j'aurais pu. Alors, c'est vrai, j'ai mis que la pression, mais évidemment, je peux rajouter Tx et Tgaz. D'accord, pour ajouter des paramètres d'état. Deux paramètres d'état ici intensifs qui vont décrire aussi bien le milieu extérieur que le gaz, son pression-température. D'accord? Ou P, donc un gaz, pardon, à pression Px, ici. D'accord? Donc la force de pression exercée par le milieu extérieur sur le piston mobile de surface S. Rappelez-vous, donc je vais noter cette force F extérieure, ici, donc exercée ici sur la paroi, sur le piston mobile, pardon. Donc ça est de quelle forme? Donc forcément, le milieu extérieur, d'accord, un gaz à Px, Tx exerce une force de pression sur ce piston mobile en rouge, donc de forme vectorielle, c'est le produit Ps. Donc le gaz est à la pression Px
fois la surface S du piston mobile, le tout selon EX. Voilà. Donc le gaz en fait pousse le piston ici vers la droite. D'accord? Voilà. On fait la même chose pour la force de pression exercée par le gaz en aval, à droite, sur le piston mobile de surface S. Donc on fait la même chose. Voilà. Pour la force de pression exercée ici par, j'ai dit le gaz, à la pression P gaz, pression P gaz, bon, bref, sur toujours le piston mobile, ici, sur le piston mobile de surface S. Donc là, je vais noter F, force de pression exercée par le gaz sur le piston mobile. Donc ça sera P gaz, ici, fois S. Alors selon EX, oui j'ai mis l'origine, mais EX, vous doutez bien, est dirigé vers la droite. Donc ça sera selon moins. Ouais, attention, j'ai mis un moins là, ça se voit pas. Moins. D'accord, je vais peut-être effacer le égal ici. Voilà. Donc il y a un moins P gaz X selon EX. Faites attention ici au moins qui apparaît. Sa force de pression exercée par le gaz sur le piston mobile est dirigée selon moins EX. D'accord? Voilà. Également autre chose, ne pas oublier le poids du piston. Ouais. En fait ici il y a un support, un support solide ici assuré, est compensé par la réaction normale. Ici, donc le poids du piston, ne pas oublier, le piston de surface S et de masse M. Ouais, j'ai pas noté. De surface S et de masse, on va noter, que je sois cohérent avec la suite, ouais. Ouais. Donc M, je vérifie notation. On va donner M ici, M indice P, d'accord, pour le piston. Donc le poids ici du piston. Et dans ce cas, pour une configuration horizontale, le poids est compensé par la réaction normale du support. D'accord, un système horizontal posé ainsi sur un support horizontal. D'accord, voilà. Donc après un bilan des actions mécaniques extérieures, qu'est-ce que l'on peut faire? Finalement, c'est traduire l'immobilité. Ici, l'équilibre des forces, finalement, c'est un théorème du centre de masse, tout simplement, un théorème du centre de masse. Alors, pas de théorème du moment cinétique, il n'y a pas de rotation. Théorème du centre de masse, ça ne bouge pas. Donc ici, tout simplement, vous voulez dire que l'accélération du centre de masse G est nulle, donc la zone des forces est nulle. Je voulais entourer la force de pression exercée par le gaz sur le piston mobile. Donc à savoir, ici, vous aurez tout simplement F ext plus F gaz égale vecteur nul. Qu'est-ce que vous faites tout de suite? Vous projetez cette relation vectorielle selon l'axe OX, d'accord, pour avoir ici une équation scalaire. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette équation scalaire? Va vous dire tout simplement que P ext, pression extérieure fois surface du piston, moins pression ici du gaz fois S égale à 0. Et on retrouve le résultat intuitif. Voilà, le piston ici est immobile, on a un équilibre mécanique lorsque la pression ici du gaz est égale à celle du milieu extérieur. Voici pour la condition d'équilibre mécanique ici, du piston ou paroi. D'accord, on dit également, donc là j'ai pris un piston, mais notez ici, des fois on parle également de paroi. D'accord, piston ou paroi. Ça c'est la première configuration, dite horizontale. Vous voyez, je vais en venir. On va traiter la deuxième configuration, dite verticale. D'accord? Deuxième configuration, dite verticale. Où là, on aura ici le piston mobile à l'intérieur d'un cylindre, non pas horizontal, mais vertical. D'accord? Donc, on va reprendre ici, comme ceci.
Donc un cylindre vertical, à l'intérieur duquel peut coulisser sans frottement un piston mobile de surface S et de masse MP. Je notais MP. Voilà. Et ce piston mobile, hein, ici, voilà. Donc de surface S et de masse MP. C'est par quoi? C'est par finalement le gaz étudié, par le gaz tout simplement, à la pression P gaz et T gaz du milieu extérieur à la pression P ext et à la température T ext. D'accord? Voilà. Donc le piston mobile, sans frottement, nouvelle fois, sépare le milieu extérieur du gaz, chacun des deux systèmes, d'accord, thermodynamique, milieu extérieur et gaz, étant décrit par deux paramètres d'état intensifs. D'accord? Même chose, je vais prendre un axe, allez, ici, peu importe, hein, que ce soit X ou Z, donc je vais prendre un axe, voilà, Z, vertical ascendant, d'origine O, menu de son vecteur unitaire EZ, tout également vertical ascendant. Attention, forcément, vous doutez, qu'est-ce qui va changer? Il faut prendre en compte le poids du piston mobile. Ouais. Là, on a un vecteur G, champ de pesanteur terrestre, vertical, descendant. Donc la différence entre la configuration verticale et la précédente, c'est qu'il faut prendre en compte ici, donc on a le même système, le bilan des actions mécaniques extérieures est le même, il faut rajouter, attention, quand vous avez une telle configuration, il faut prendre en compte le poids. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Donc ça c'est vraiment le premier exo, hein, vraiment deux termes pour en parler. Là vous devez prendre en compte le poids du piston mobile. Donc prendre en compte le poids du piston mobile. Donc ici P, donc c'est mg, donc c'est la masse du piston mpg, d'accord? On regarde G vertical descendant, donc ça fait moins mpg selon EZ, d'accord? Et lorsque vous allez projeter le théorème du centre de masse ici, selon, voilà, ce qui change c'est selon OZ, d'accord? Selon OZ, j'ai changé la nature de l'axe, d'accord? Donc on aura pareil, hein, vectoriellement je ne l'ai pas noté, bon, vous allez avoir cette force-là, la force de pression exercée par le mixeur sur le piston mobile, force de pression exercée par le gaz sur le piston, plus le poids égale le vecteur nul. Là, directement, j'effectue une projection. D'accord? Donc, la force de pression exercée par le milieu extérieur sur le gaz sera verticale ici, descendante. Donc là, on aura un signe moins, par contre, pour moins P ext S. D'accord? La force de pression exercée par le gaz sur le piston mobile sera selon plus EZ. Donc là, on aura plus P gaz S. Et le poids du piston mobile, on n'oublie pas, moins mpg, d'accord, selon EZ, égale à 0. D'accord? D'où, ici, ce qu'il me faut, c'est la pression du gaz, là. Ici, P gaz. Alors souvent, on note P1, P2, hein. D'accord? Là, j'ai noté P gaz. T gaz, Px, Tx, d'accord, on note ici hein, les indices 1 et 2. Donc la pression du gaz, elle est où? Elle est là, ici, d'accord. Donc dans le membre de gauche, parfait. Donc je vais passer ces deux termes-là à droite. Donc on aura Px plus mpg, d'accord. Le tout divisé par la surface S. Donc on aura P gaz égale P extérieur. Donc là, c'est la condition d'équilibre, finalement, d'un cylindre horizontal. Sauf qu'ici, comme il est vertical, il faut rajouter quoi? N'oubliez pas de rajouter le terme en plus mpg sur S. Plus, vous rajoutez le poids du piston divisé par la surface S. Et ça, on trouve bien que pour une configuration verticale, cylindre vertical, la pression du gaz à l'intérieur, elle est bien supérieure à Px. Hein, d'accord? Là, on a ici, donc ça j'entoure, c'est très important, la pression du gaz est supérieure à la pression du milieu extérieur pour avoir sa condition d'équilibre mécanique. Hein, d'accord? Donc dès lors que la pression du gaz vaut Px plus mpg sur S, on a équilibre mécanique. Le piston devient immobile. D'accord? La pression du gaz est supérieure à Px. Hein, d'accord? Ici, on a un terme en mpgs. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un terme homogène à une pression. Hein. Ça, c'est bien homogène à une pression. Pourquoi?
c'est le rapport d'une force par une surface. Donc c'est bien homogène. D'accord? Voilà pour cette condition d'équilibre mécanique, c'est vraiment le point le plus important hein, ici. C'est même le premier exo d'application de la thermo. Il faut bien faire la différence entre un cylindre horizontal et un cylindre vertical et savoir appliquer la condition d'équilibre mécanique. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était la condition d'équilibre mécanique. Bon, la plus longue, la plus dure. Les autres, elles sont très rapides. D'accord? Donc c'était derrière, je pense, ouais. Notion d'équilibre ensuite thermique. Ben, l'équilibre thermique est réalisé lorsqu'il n'y a plus d'échange d'énergie sous forme de chaleur. Donc on peut noter, il n'y a plus d'échange ici d'énergie sous forme de chaleur. Et dans ce cas, il y a une relation entre la température du gaz et celle du milieu extérieur. La température du gaz est égale à celle du milieu extérieur. Dans le cas d'un équilibre thermique, d'accord, il n'y a plus d'échange d'énergie sous forme de chaleur, donc plus d'échange d'énergie avec le milieu extérieur. D'accord, sous forme de chaleur, et dans ce cas, la température du gaz est égale à la température du milieu extérieur. D'accord. Alors évidemment, il faut que, voilà, pour avoir cet équilibre thermique, il faut que les parois autorisent l'échange d'énergie, il faut que les parois soient diathermales. D'accord. Il faut également un équilibre thermo, en plus d'impliquer un équilibre mécanique thermique, il faut qu'il implique un équilibre électrique. Dans ce cas-là, il faut qu'il n'y ait plus des déplacements de charge électrique. Donc il n'y a plus de déplacement de charge électrique. Voilà. Le potentiel électrique est uniforme, indépendant du point M. Le potentiel électrique scalaire, ici V, rappelez-vous, est uniforme. Voilà. Et le dernier équilibre chimique, ça vous le savez, les réactions chimiques ont atteint l'équilibre chimique, tout simplement. D'accord, je laisserai le soin à M. Paranda d'aller plus loin. D'accord, les réactions chimiques, elles ont atteint leur équilibre chimique. Rappelez-vous, il faut que quotient réactionnel, QR, soit égal à constant d'équilibre, K0 à la température T. Et rappelez-vous, c'est exponentiel de moins delta RG0 sur RT. D'accord? Voilà. Ça, c'est de la thermochimie. Ça, c'est de la thermochimie. Alors, je sais pas si M. Parent l'a abordé ou pas. Non, ça viendra. D'accord? Conditions d'équilibre chimique. Bon. Ne pas confondre. Ne pas confondre quoi? État stationnaire et état d'équilibre. D'accord? Ne pas confondre les deux. Un état d'équilibre implique un état stationnaire. Mais un état stationnaire n'implique pas un état d'équilibre. Pourquoi? Un état d'équilibre, il faut en plus d'avoir un état stationnaire, aucun échange d'énergie, ni aucun échange de matière avec le milieu extérieur. D'accord? Voilà. Alors, justement, j'ai dit état d'équilibre implique état stationnaire. D'accord? Bon. Un contre-exemple ici, ou un exemple, application, un contre-exemple, j'aurais dû mettre exemple ici, concret, l'homéostasie du corps humain. D'accord? Donc ça, c'est ce que vont vos camarades en première année de médecine, hein, d'accord? L'organisme humain, vous savez, attendez, je fais un petit réglage ici, je ne regarde pas tout le temps ce qu'il y a sur l'écran. L'organisme humain, ici, vous savez, il doit garder des paramètres d'état biologique constants. Alors ces paramètres d'état biologique constants, ce sont quoi? Il faut que la température soit constante, hein, il ne faut pas que la température descende trop ni monte trop, d'accord? Pareil pour la glycémie, la pression artérielle, il faut que ces paramètres d'état soient constants au cours du temps. Pour la température, pour une température constante, vous savez que lorsqu'il fait trop chaud, pour se refroidir,
le corps humain utilise le phénomène de sudation. D'accord? Et s'il fait froid, pour se réchauffer, on utilise le métabolisme exothermique. On a froid, d'accord? On a des frissons, on tremble. C'est le mécanisme exothermique qui se met en route. D'accord? Pour cela, il a besoin d'être alimenté en eau et en nourriture. D'accord? Voilà, donc il y a des échanges d'énergie, de matière avec le milieu extérieur. Donc en fait, il s'agit d'un état stationnaire, d'accord? Mais pas d'un équilibre thermodynamique, car il y a des échanges d'énergie et de matière avec le milieu extérieur. Pareil, échange d'énergie et de matière avec le milieu extérieur. Donc ça rejoint la remarque que j'ai mis ici, un état stationnaire n'implique pas ici le fait que l'on ait un état d'équilibre. Il faut en plus ajouter aucun échange d'énergie et aucun échange de matière avec le milieu extérieur. D'accord? Voilà. Ben voilà pour moi finalement pour ce premier chapitre de thermo qui n'est pas évident. Alors je lui accorde quand même quelques définitions ici à appréhender, à connaître, mais il n'y a pas vraiment de difficulté majeure. Vraiment, je vous conseille de reprendre à tête reposée. Après, c'est du vocabulaire hein, qu'on va reprendre au fur et à mesure ensemble. Vraiment, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir faire, c'est définir et différencier les systèmes thermodynamiques ouverts, fermés, isolés. D'accord? Ensuite, être capable de définir le libre parcours moyen. Donc, libre parcours moyen, je vous rappelle, c'est la distance moyenne parcourue par une particule de fluide entre deux chocs consécutifs. Avoir des ordres de grandeur de parcours moyen. 1/10 de nanomètre pour un liquide, 1/10 de micromètre pour un gaz à température et pression ambiante. Ce libre parcours moyen permet de définir ici un volume mésoscopique, d'accord? Le volume mésoscopique ici, de l'ordre hein, ici pour un système fluide, hein, de l'ordre de 1 micromètre cube, d'accord? Suffisamment grand à l'échelle microscopique et suffisamment petit à l'échelle macroscopique. Et cette échelle microscopique, en fait, elle permet de définir des grandeurs locales, masse volumique, densité particulière, d'accord? Ensuite, on a établi les paramètres d'état, d'accord? Paramètres d'état extensif, intensif, d'accord? L'état stationnaire et surtout, voilà, vraiment surtout, je reprends ça, c'est vraiment la partie la plus importante de ce chapitre. Un équilibre thermo, il faut que l'état soit stationnaire, aucun échange d'énergie et de matière avec le milieu extérieur, et traduire un état d'équilibre mécanique pour une configuration horizontale et une configuration ou cylindre vertical, d'accord? Ça, c'est très important. Le reste, voilà, ça, c'est plus donné en complément culturel, la fin, d'accord pour vous. D'accord? Voilà pour cette partie thermodynamique, premier chapitre. Donc, on commencera demain, je pense, le deuxième chapitre de thermodynamique. Alors, bien sûr, c'est un chapitre d'introduction pour lequel je ne vais pas forcément faire d'exo. Il n'y a pas d'exo sur ça, vraiment. Les exos vont venir à la suite, d'accord, sur le chapitre numéro 2. J'aimerais bien avec vous aborder l'exercice sur le volant d'inertie. Je regarde 1h20, ouais, 1h15. Bon, c'est bien. Allez, le volant d'inertie apparaît ici. Allez, on reprend ensemble cet exo numéro 5. Bon, bien évidemment, j'aurai une correction peut-être un peu plus rapide que vous, mais sur le temps qui reste, hein, vous aurez le temps de reprendre la correction, hein, de mettre en pause et d'adapter le rythme de la vidéo. Alors, dans cet exercice, on a un volant d'inertie, d'accord? Alors, ce volant d'inertie, tout on vous dit, permet d'effectuer une régulation, vous voyez, de la vitesse de rotation d'une machine tournante, d'accord? Donc, et en fait, ce volant d'inertie, on dit que c'est un anneau qui est lié au rotor, de masse élevée, de rayon assez grand. Et en fait, cette machine tournante en question, utilisée en Formule 1, dans le KERS, d'accord? Et on va le modéliser ici, d'accord? On modélise ici la machine tournante par un rotor de moment d'inertie J, soumet un couple moteur gamma 0 constant, donc indépendant de oméga, et à un couple de frottement fluide, donc un couple résistant, moins alpha oméga de t, où alpha est une constante, et oméga la vitesse angulaire du rotor. D'accord? Donc je donne également ici sur cet extrait de sujet de concours le fonctionnement du KERS, où en fait, en Formule 1 par exemple, lorsque le pilote va freiner, l'énergie va être récupérée par le KERS, d'accord? Il y a une unité de contrôle qui va permettre de stocker cette énergie cinétique dans une batterie, d'accord? Et après, on peut se resservir de cette énergie, d'accord? Pour un supplément de puissance. Et on vous dit, ouais, par exemple, ici, la puissance redistribuée correspond environ à 80 chevaux, d'accord? 80 chevaux qu'on peut utiliser pendant quelques secondes. Ok? Voilà. Donc, étude du volant d'inertie qui permet de réguler la vitesse angulaire de rotation d'une machine tournante, donc d'un rotor. D'accord? Et on vous dit ici que ce moment d'inertie, c'est un grand anneau de masse élevée. D'accord? Je commence par ça, d'ailleurs, pour la rédaction du sujet.
pour ce volant d'inertie, voilà, donc on va ajouter à la machine tournante un anneau de masse élevée, de grand rayon. Et en fait, rappelez-vous, un moment d'inertie, somme sur I des MI et RI carré, masse importante, rayon élevé, surtout quand vous augmentez le rayon, hein, vous doublez le rayon, vous quadruplez le moment d'inertie, forcément, un tel anneau va permettre d'augmenter considérablement le moment d'inertie. Donc ça, il faut l'avoir en tête. On va augmenter de manière importante le moment d'inertie du système. Première question, justifiée par un argument énergétique que alpha est strictement positif. Bon. Bah moi, par exemple, je suis passé par la puissance du couple de frottement. Ouais. On vous donne un couple de frottement, donc moins alpha oméga, moins alpha θ point. Bon, justifié qu'alpha est possible, bah, je suis passé par la puissance du couple, la puissance instantanée, hein. La puissance du couple de frottement, rappelez-vous, la puissance d'un couple, c'est le couple fois θ point. Et ici, gamma F vaut moins alpha θ point. Donc je retrouve moins alpha θ point carré. Pour la puissance instantanée du couple de frottement. θ point c'est oméga, donc ça fait moins alpha oméga carré. Et là, je me base sur le fait que, voilà, oméga carré, par définition, strictement positif. Et la puissance d'un couple de frottement forçant, c'est comme c'est un couple résistant, la puissance sera résistante, donc on a une puissance instantanée à tout instant négative. Si oméga carré est strictement positif, si le tout est forcément négatif, la seule possibilité, il faut que alpha soit strictement positif. Voilà. Pour justifier le signe de alpha, donc ça je vous donne souvent dans l'énoncé, mais là on vous demandait de justifier dans ce sujet par un argument énergétique, donc là en calculant la puissance du couple associé. D'accord? Montrer que alpha est strictement positif. Bon. Deuxième question. Le rotor. Le rotor vous dit qu'il est initialement immobile. On vous demande de donner l'évolution de sa vitesse angulaire oméga en introduisant une vitesse finale et un temps caractéristique tau. Bah là, ce qu'on vous demande directement, c'est d'établir une équation différentielle. Bon, faire apparaître un temps tau. Bon, ici on va voir, ça va nous mener à une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Alors, comme en mécanique, hein, comme toujours en mécanique, on définit le système étudié, le rotor, qui est le solide homogène indéformable, en rotation tournée à axe fixe delta. Alors, il ne parle pas d'axe delta, mais moi je le mets. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. N'oubliez pas d'effectuer un bilan complet des actions mécaniques extérieures. L'énoncé vous dit que finalement, la machine tournante, en fait, le rotor, bien comprendre, hein, le rotor c'est la machine tournante. Hein. Je rajoute ici. La machine tournante, voilà, est modélisée par un rotor de moment d'inertie, tout simplement J. Alors ouais, j'ai changé un peu l'énoncé, j'ai mis un J delta partout. Bon, c'est pas grave. Donc couple moteur gamma 0, ici, positif. Couple moteur, donc forcément gamma 0 positif. Constant, indépendant d'oméga. Un couple de frottement fluide, donc on vient d'étudier. Gamma F égale moins alpha oméga t, c'est un modèle linéaire. Hein, on a bien un couple de frottement fluide qui est bien proportionnel à la vitesse angulaire de rotation. D'accord, avec le signe moins, alpha étant positif. On vient de le voir juste avant. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est données de l'énoncé. Hein, d'accord, dans le bilan d'action mécanique, ce sont les données de l'énoncé où je rappelle, voilà, avec alpha strictement positif. Désolé, je rejoue avec ma FlexCam. Voilà, une fois qu'on a effectué le bilan des actions mécaniques, d'accord, vous appliquez le théorème du moment cinétique scalaire. D'accord? Donc là, vous vous dites que J delta θ point, c'est la somme des moments scalaires des forces extérieures. D'accord? Voilà, somme sur I dm delta Fi. Je veux connaître l'évolution temporelle de la vitesse angulaire de rotation oméga. Donc je fais apparaître une équadif en oméga. Θ point, bah, c'est d oméga sur dt. Alors J delta, c'est J. La somme des moments, ça revient à faire la somme des couples ici, un couple moteur et un couple résistant. D'accord? Là en effet c'est un couple moteur, ça c'est un couple de frottement fluide qui est en fait un couple résistant. Donc c'est gamma 0, ouais, moins alpha oméga t. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser par alpha les deux membres de l'équation par exemple, et pour faire apparaître un J sur alpha, d oméga sur dt, plus oméga égale gamma 0 sur alpha. Et là on aura une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Et là, on fait apparaître le temps caractéristique, le temps tau, qui est en fait J sur alpha. D'accord, strictement positif, hein, ce temps caractéristique, il n'y a pas de souci. Homogène à un temps.
Et la solution, hein, vous la connaissez par linéarité. La solution particulière, faites attention. La solution particulière, elle vaut, voilà, oméga p constant, donc ça fait gamma 0 sur alpha. Solution particulière, plus la solution de l'équation homogène associée, en a exponentielle moins t sur tau. La condition initiale sur la vitesse angulaire de rotation, hein, rotor initialement immobile, nous donne la constante A. On a gamma 0 sur alpha plus A fois 1 égale 0, donc A égale moins gamma 0 sur alpha. D'où l'évolution temporelle de oméga. D'accord, on factorise par gamma 0 sur alpha, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. D'accord. Et en fait, par homogénéité de mon équation, ça n'a pas de dimension, n'a pas de dimension, exponentielle n'a pas de dimension, forcément, le terme gamma 0 sur alpha est homogène en fait à oméga f. C'est la solution particulière, c'est la vitesse de rotation finale. D'accord. D'accord, voilà. Donc je pose oméga f égale gamma 0 sur alpha. On me demande de faire apparaître la vitesse angulaire finale oméga f. C'est la solution en régime permanent. Et on le voit ici sur le graphe. Voilà. Ici, donc un régime transitoire qui sépare deux régimes permanents. Un régime transitoire de constante de temps tau égale j sur alpha. Rappelez-vous, la tangente à l'origine coupe l'asymptote oméga égale oméga f en t égale à tau égale j delta sur alpha. Et durée du régime transitoire de l'ordre de 4,6 tau, donc 4,6 j sur alpha. D'accord, voilà. Bon, ça c'est pour la fin, tenez pas compte, c'est pour la fin du sujet. Ensuite, dans une troisième question, on vous demande de tenir compte des vibrations de la machine tournante. En fait, voilà, la machine tournante, il y a des vibrations, et ça va se modéliser par un couple exercé sur le rotor. Un couple harmonique, gamma vib de t, en gamma cos grand oméga t. D'accord. Alors oui, attention, il y a une parenthèse en énoncé, j'ai pas fait gaffe. C'est gamma cos oméga fois t. Hein. C'est cos oméga t, c'est pas oméga dépendance temporelle du temps, c'est oméga fois t. Il y a une parenthèse en trop. Bon, j'espère que vous l'aurez vu. Donc voilà, c'est cos oméga t. Et en fait, on dit pourquoi on perd pas en généralité en considérant ce couple harmonique. Il faut savoir que finalement, la vibration, si elle est périodique, d'accord, vous savez que toute entrée périodique peut se décomposer en une somme infinie de vibrations ou d'entrées sinusoïdales. C'est le développement de série de Fourier. Rappelez-vous. Hein. D'accord. Et là, on a le couple, d'accord, qui va modéliser les vibrations de la machine, indépendant de petit oméga, hein, d'accord, du oméga que l'on avait au départ, la vitesse angulaire de rotation. Il apparaît finalement le grand oméga. Il y a un grand oméga qui apparaît, mais ici, pas de lien direct avec petit oméga hein, pour l'instant, d'accord. Et c'est bien à cause de oméga fois t. Et là, bah forcément, ici, là, ce terme de vibration, hein, en fait, ça c'est du forçage en régime sinusoïdal forcé, hein, c'est du RSF. Bah ça, ici, ça va apparaître en régime établi, en régime ici permanent. Ça ne va pas affecter la durée du régime transitoire. La durée du régime transitoire sera toujours la même, 4,6 tau. D'accord. Donc ce terme de vibration de la machine tournante, ce couple ici, un gamma vib, indépendant de oméga, ne va pas modifier le régime transitoire, d'accord. Ce qui ne va uniquement affecter, c'est le régime établi. Donc ici, hein, cette partie ici, d'accord. Bon. Et là, on vous demande, voilà, après la fin du transitoire, ce que je vous rappelle, hein, en RSF, le régime transitoire de durée assez limitée, de forme assez complexe, le but, c'est d'étudier le régime établi, le régime sinusal forcé. D'accord. Et on vous demande de mettre la vitesse angulaire de rotation oméga sous une certaine forme et de déterminer l'amplitude A. Bah là, on tient compte des vibrations de la machine. D'accord, on est ici, on tient compte du couple de vibrations, voilà. Donc, ce qui fait que dans l'équation différentielle que j'avais au départ, ici, voilà, où j'avais, rappelez-vous, attention, nécessairement divisé par alpha les deux membres de l'équation, bah là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais rajouter dans le membre de droite, je vais rajouter le couple, hein, vibration, le couple de vibration, mais je n'oublie pas diviser par alpha. Donc en fait, j'aurai du gamma sur alpha, cos grand oméga t. Ça tient compte, je n'oublie pas diviser par alpha, des vibrations de la machine. Et là, cette fois-ci, j'ai une EDL d'ordre 1, un second membre de nature différente. Ouais, le second membre, il y a une partie qui est constante, on a déjà traité, et une partie qui est variable. C'est-à-dire qu'en fait, cette partie-là, ça on a déjà traité. Ça, c'est l'étude précédente.
L'étude précédente, on a un couple moteur, un couple de frottement fluide, avec une vitesse angulaire de rotation qui augmente de manière exponentielle, on atteint le régime permanent, bout de 4,6 taux, blablabla. Maintenant, si on tient compte du couple de vibration, la solution particulière ici, attention, comme dans votre DM avant les vacances, hein, il faut passer en notation complexe pour avoir la solution particulière en RSF. D'accord? Donc le régime permanent, en fait, par linéarité, ça s'appelle le principe de superposition. Le régime établi, il est constitué d'une première solution particulière, oméga P1, qui est constante et qui vaut gamma 0 sur alpha, solution particulière précédente. Mais le régime établi est également caractérisé par une deuxième solution particulière, qui est liée à ce forçage sinusoïdal. Et cette deuxième solution particulière, elle dépend du temps, et elle se détermine grâce à la notation complexe, en régime sinusoïdal forcé. C'est-à-dire que, par le principe de superposition, ça j'ai déjà fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier ça, cette équation-là, d'accord? Donc je retire, le terme en gamma 0, voilà, je fais ça, et j'étudie cette équation différentielle-là. À second membre sinusoïdal, je passe en complexe, donc j'aurai un taux d oméga bar sur dt plus oméga bar égale gamma sur alpha. Je transforme le cos grand oméga t en exponentielle de j grand oméga t. Ok? Là, je pose une notation. Je rappelle que toute grandeur finalement sinusoïdale hein, peut se mettre sous la forme complexe. Oméga bar égale a exponentielle j. Oméga t plus 8. Ce que je cherche une solution, c'est Noncé qui me le dit. Hein. Regardez, je cherche une solution en a cos oméga t plus 8. Donc notation réelle, notation complexe. Je transforme le cos en exponentielle j. Et j'aurai a exponentielle j oméga t plus grand phi. Je développe l'exponentielle, a exponentielle j oméga t, a exponentielle j phi, et en fait, il apparaît l'amplitude complexe. D'accord? A bar, amplitude complexe, c'est le produit de a, amplitude réelle, fois exponentielle j phi. Et le terme en dépendance temporelle. Après, je dis le fait qu'en notation complexe, la dérivée temporelle, c'est une multiplication par j oméga, mais attention, dérivée temporelle, c'est ici. Donc c'est j grand oméga ici. Hein. Donc je multiplie par j grand oméga, le oméga bar, plus oméga bar, égale gamma sur alpha, exponentielle j oméga t. J'ai introduit oméga bar, donc je mets oméga bar de t, donc je mets oméga bar de t ici aussi. Oméga bar de t, c'est ça, c'est a exponentielle j phi, exponentielle j oméga t. Si je fais ça, je pourrais simplifier à gauche à droite par exponentielle j oméga t. D'accord? Donc il va me rester à gauche taux j oméga a exponentielle j phi, plus a exponentielle j phi égale gamma sur alpha. Je cherche a. Bon, j'isole a exponentielle j phi. A exponentielle j phi, je l'ai une fois, plus taux j oméga égale gamma sur alpha. J'isole ici, ensuite, donc j'ai ça. D'accord? Voilà. Et en fait, a exponentielle j phi, a exponentielle j phi, ça définit en plus de complexe. Hein. Produit de a exponentielle j phi, ça c'est a bar. Par définition, dans mes notations. A bar, c'est a exponentielle j phi. D'accord? Et j'ai l'amplitude complexe de la réponse en amplitude. D'accord? Donc ça, je vais peut-être le noter ici. Amplitude complexe de la réponse ici. Voilà. Amplitude complexe de la réponse. A bar. A bar. Une fois que j'ai A bar, pour avoir A, je prends le module. L'amplitude complexe. Le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Donc ça fait gamma. Module gamma, c'est gamma. D'accord? Gamma positif. Divisé par quoi? Divisé par alpha fois, attention, j'ai un complexe sous forme ici algébrique, a plus jb. Attention, racine de a carré plus b carré. Donc racine de 1 plus tau carré oméga carré. Donc j'ai gamma sur alpha, racine de 1 plus tau carré fois oméga carré. Mais tau carré c'est quoi? Tau carré c'est j carré sur alpha carré. J'ai 1 sur alpha carré, j'ai alpha devant, je fais rentrer le alpha sous la racine, je réduis alpha carré. Donc j'ai gamma divisé par racine de alpha carré plus oméga carré j carré. D'accord? Et ensuite on vous pose des questions sur en déduire l'intérêt et l'inconvénient d'un volant d'inertie, donc avantage, inconvénient d'un moment d'inertie. Une fois qu'on a fait ça, la réponse je vous la mets ici. En fait, augmenter le moment d'inertie de machine tournante, rappelez-vous, grâce à l'anneau de masse élevée de grand rayon,
Bah, permet de faire quoi? Permet de diminuer l'amplitude des variations de vitesse angulaire. D'accord? Voilà. Augmenter J, avec son J carré ici, bon, même sous la racine d'un J carré, ça permet de diminuer l'amplitude des variations. Ça, le A, rappelez-vous, A, c'est quoi? Ici, directement, c'est lié à l'amplitude. À la fin du transitoire, c'est la forme de la vitesse angulaire de rotation. D'accord? Donc, augmenter J permet de diminuer A et permet de diminuer ici, voilà, l'amplitude de la vitesse angulaire de rotation. Donc ça permet en fait de stabiliser. Ce qui est important de retenir, c'est ce que je mets en rouge. Là, on va stabiliser la vitesse angulaire de rotation. Par contre, on l'a vu, la constante de temps taux et J delta sont proportionnelles. Si on augmente si on augmente taux. Donc on augmente également le temps de réponse du système. D'accord? Voilà. Je regarde le temps. Bon, 1h35, bon, c'est correct, tout à fait correct. Ça vous laisse le temps de reprendre calmement cet exo. D'accord? Voilà, ceux qui n'ont pas encore étudié. D'accord, voilà pour cet exo numéro 5. Voilà, ceux qui ont le temps, ceux qui l'ont fini, vous pouvez commencer à regarder. Ensuite, dans l'ordre, on va faire exo 7 et 8. D'accord, exo 7 et 8 pour les suivants. Ok, voilà pour moi aujourd'hui, pour ce cours du jeudi 7 mai. Donc, le premier chapitre de thermo qui est commencé est terminé. Et on a fait un nouvel exo de mécanique du solide. L'exo numéro 5, donc également, que je peux surligner sur la fiche de TD. Ici, le volant d'inertie, l'exo 5 il est fait. La tartine beurrée, j'attends un peu. L'exo numéro 4, tartine beurrée, j'attends un peu avant de le corriger. J'attends d'avoir effectué quelques petits exos avant pour se faire la main sur ce thème de mécanique du solide. D'accord? Voilà pour moi aujourd'hui, ici. Allez, à tout de suite alors sur Discord.